Shujaiya ressemble à une ville qui viendrait de subir un tremblement de terre. C'est l'endroit de la bande de Gaza le plus durement touché par le conflit de l'été 2014. Et c'est un lieu qui illustre parfaitement l'indifférence de la communauté internationale pour le sort des habitants de Gaza. Durant la guerre de 2014, les Israéliens ont détruit des installations construites en 2011 et 2012 avec l'argent de l'Union européenne. Allons-nous être assez stupides pour continuer comme ça? Il faut une solution politique définitive au problème palestinien. Mais il n'y a pas le moindre plan dans ce sens. Cela montre ce qui se passe quand l'aide humanitaire n'est pas soutenue par l'action politique. Les dons se multiplient, toute une industrie humanitaire se met en place, mais le fond du problème est et reste politique. Rien ne change et personne ne s'en soucie. Personne. En octobre 2014, la communauté internationale promet 5,4 milliards de dollars d'aide pour la reconstruction de la bande de Gaza, dévastée par la guerre de l'été 2014. 18 000 maisons sont détruites et l'infrastructure est à terre. 95% de l'eau est impropre à la consommation. Le réseau électrique ne fonctionne que 6 heures par jour. Plus d'un an après la fin de la guerre, seule une part infime des dons est parvenue à Gaza. Pas une seule maison n'a été reconstruite. La bande de Gaza est le territoire le plus densément peuplé de la planète. Depuis 2006, elle est coupée du monde. 2 tiers des habitants ont moins de 25 ans. Ils ont vécu 3 guerres en 6 ans. L'aide humanitaire et l'argent seuls ne sont pas une solution. En Palestine, la concentration d'ONG est la plus élevée du monde. À Gaza, mais aussi à Ramallah, Jérusalem ou Bethléem. Les diplomates, les organisations internationales sont tous ici. Ils ont de grosses voitures, ils se rendent partout, ils voient ce qui se passe, mais ils n'agissent pas en fonction de ce qu'ils voient. Ces 22 dernières années, nous avons reçu 25 milliards de dollars. Oui, cette aide nous a tout juste aidé à survivre, mais elle n'a apporté aucun changement réel dans notre vie quotidienne. Les territoires palestiniens, la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, sont occupés par Israël depuis la guerre des 6 jours de 1967. Un quart des quelques 4,5 millions d'habitants vit dans la misère. Les dons internationaux de ces 2 dernières décennies se montent pourtant à plus de 25 milliards de dollars américains. C'est l'une des aides par habitant les plus élevées du monde. L'Union européenne est le donateur le plus important. Washington, septembre 1993. Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signent les accords d'Oslo, une déclaration de principe qui pose la base pour une autonomie palestinienne temporaire. Ces accords, nommés Oslo I, prévoient de transférer aux Palestiniens l'administration de la bande de Gaza et de la Cisjordanie
est de mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Les points les plus litigieux, comme le statut de Jérusalem, la question des réfugiés et les colonies israéliennes en Cisjordanie, doivent faire l'objet d'un accord ultérieur. C'est une étape majeure dans le processus de paix. Pour la première fois, les deux parties se reconnaissent officiellement. Let us resolve that this new mutual recognition will be a continuing process in which the parties transform the very way they see and understand each other. Together, let us imagine what can be accomplished if all the energy and ability the Israelis and the Palestinians have invested into your struggle can now be channeled into cultivating the land and freshening the waters, into ending the boycotts and creating new industry, into building a land as bountiful and peaceful as it is holy. L'Autorité nationale palestinienne est créée en 1994, un an après les accords d'Oslo. Un premier jalon vers un futur État palestinien. La communauté internationale mise sur la création d'un État palestinien indépendant qui vivrait pacifiquement aux côtés d'Israël. Cette création n'est supposée prendre que quelques années. Nous étions très optimistes et nous étions convaincus que l'État palestinien se ferait très rapidement. Financièrement, tout le monde faisait de gros efforts pour permettre la création de cet État, pour le doter d'une administration et d'une infrastructure économique. L'autorité palestinienne et la société palestinienne ont bénéficié d'un grand soutien et d'une aide financière très importante de la part de la communauté internationale. 20 ans après, le bilan est affligeant. Ce qui a été créé, c'est une autorité et une société palestinienne totalement dépendantes de l'aide des donateurs. L'État palestinien, lui, semble plus éloigné que jamais. Mais il y a pire. Depuis la signature des accords d'Oslo, la situation dans les territoires occupés, à Gaza et en Cisjordanie, s'est détériorée. Quand on compare ces 20 dernières années à la période précédente, c'est-à-dire depuis l'occupation de 1967 jusqu'aux années 90, on constate des différences considérables, surtout d'un point de vue socio-économique et politique. Dans les territoires occupés, la situation économique est précaire et le chômage est important. Plus de 20% en Cisjordanie et 43% à Gaza, le taux le plus élevé du monde. Depuis les accords d'Oslo, le nombre de colons israéliens en Cisjordanie a plus que doublé. Et un mur de 700 km divise le pays. La détérioration de notre situation s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'impact de l'aide internationale, les conséquences des accords d'Oslo et le morcellement des territoires. En septembre 1995, l'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, également appelé Oslo II, partage la Cisjordanie en 3 zones. Seule la zone A est sous contrôle palestinien. La zone B est administrée conjointement par les Palestiniens et Israël. La zone la plus importante, la zone C, est exclusivement contrôlée par Israël. Elle représente plus de 60% du territoire palestinien. Les accords prévoyaient pourtant de regrouper progressivement l'ensemble de ces territoires au sein du futur État palestinien. Mais cela ne s'est jamais produit.
Initialement, les accords prévoyaient une période intérimaire de 5 ans qui devait s'achever par un traité de paix. Malheureusement, ce processus a échoué. Mais l'aide internationale qui parvient aux Palestiniens n'a pas évolué. Et actuellement, la subsistance matérielle de la société palestinienne repose entièrement sur l'aide internationale. Les donateurs du monde entier continuent de financer des projets d'aide et de développement dans les territoires occupés. Ils financent également l'autorité palestinienne et ses quelques 150 000 collaborateurs. Près de 80% du budget de l'autorité palestinienne sont constitués de dons, notamment de l'Union européenne. Et son déficit atteint un tiers de son budget. Le problème actuellement, c'est que l'autorité palestinienne vit elle-même sous l'occupation, tout comme le peuple palestinien et le territoire palestinien vivent sous l'occupation. Nous n'avons pas le contrôle de nos ressources, nous n'avons pas le contrôle de nos frontières, nous ne contrôlons rien du tout. Or, se développer quand on vit sous l'occupation, c'est extrêmement compliqué. Un poste de contrôle pour le transport de marchandises entre Israël et la Cisjordanie. Les contrôles se font selon le système back-to-back ou dos à dos. Les produits sont déchargés des camions palestiniens, puis ils sont contrôlés et rechargés sur des camions israéliens. Un système contraignant, instauré après la seconde intifada de 2000. Une mesure de sécurité qui ne devait être que provisoire. On quitte l'usine à 5 heures. Vers 6 heures, 6h30, on arrive ici et on attend notre tour. Le poste de contrôle ouvre à 7h30. On signe le registre, on va se garer et on décharge. Ensuite, ils contrôlent la marchandise et le véhicule. Ça prend entre 1 et 2 heures. Ensuite, on recharge, on fait tamponner le bon de contrôle, on paie les taxes et on vérifie la réfrigération. Vers 14 heures, un autre camion emporte la marchandise à Jérusalem. Parfois c'est plus long et la marchandise n'est distribuée que le jour suivant. Et chaque jour elle perd de sa valeur. Si elle n'arrive sur les étals qu'au bout de 2 jours, les clients sont mécontents parce qu'elle ne se conserve plus aussi bien. Et parfois elle nous est même renvoyée et on doit tout jeter. Un rapport de la Banque mondiale indique que les mesures de sécurité israéliennes entraînent une augmentation importante du coût des exportations depuis et vers la Cisjordanie. Surtout le système dos à dos, pratiqué depuis 15 ans. Il est évident que les restrictions nuisent beaucoup au développement du secteur privé. Normalement, ce qui fait la croissance d'une économie, c'est justement l'activité du secteur privé. En l'occurrence, l'économie palestinienne est maintenue à flot par les aides économiques. Ça ne fait aucun doute. Au total, ces aides se chiffrent à environ $1 milliard par an. En 2013, la Banque mondiale publie un nouveau rapport intitulé « La zone C et l'avenir de l'économie israélienne ». La zone C, qui constitue plus de 60% de la Cisjordanie, dispose d'une grande richesse en ressources naturelles. Mais le territoire est toujours contrôlé par Israël, ce qui empêche les Palestiniens d'exploiter librement leurs ressources. Le rapport montre clairement qu'avec l'accès à la zone C, l'économie palestinienne pourrait faire beaucoup mieux.
Elle serait parfaitement viable. Selon les estimations, l'accès à la zone C augmenterait le produit national d'environ un tiers. Cela dynamiserait l'ensemble de l'économie et réduirait de moitié le déficit fiscal. On peut donc affirmer qu'au moins la moitié de l'aide des donateurs ne serait plus nécessaire si les Palestiniens avaient accès à la zone C. En chiffres absolus, le libre accès aux terres, à l'eau et aux ressources minérales de la mer Morte, le développement du tourisme, du bâtiment et des télécommunications générerait 3,4 milliards de dollars de recettes supplémentaires par an. La levée des restrictions israéliennes, conclut le rapport, est la clé de la prospérité palestinienne. Mais les donateurs ont d'autres projets. La création de zones industrielles coûteuses, comme ici à Al-Jalameh. Un projet d'abord financé par les Allemands, puis par les Turcs. D'autres zones industrielles sont actuellement créées à Jéricho, avec des capitaux japonais, ainsi qu'à Bethléem, avec des bailleurs de fonds belges et français. Ces zones industrielles sont voulues par la communauté internationale, surtout par les donateurs internationaux et par les États-Unis. Leur idée est la suivante: la création de zones industrielles avec une production destinée à l'exportation à l'aide de capitaux israéliens et palestiniens, avec des emplois pour les Palestiniens. Tout cela améliorerait la situation économique et la qualité de vie des Palestiniens et les encouragerait à signer un traité de paix avec Israël. Mais beaucoup de Palestiniens rejettent cette idée, car ils considèrent que cela contribuerait à normaliser la situation actuelle et que l'occupation israélienne ne serait plus remise en question. Le projet de la zone industrielle d'Al-Jalameh, au nord de la Cisjordanie, date du milieu des années 90, au début du processus d'Oslo. Soutenu par l'autorité palestinienne, il bénéficie d'un crédit de lancement de 14 millions d'euros alloué par l'Institut allemand de crédit pour la reconstruction, la KfW. Israël impose le site et conserve le contrôle sur l'eau et l'électricité. Des terres sont réquisitionnées, une route est créée. Puis, le projet stagne pendant plusieurs années. Récemment, les Israéliens ont construit une centrale électrique pour la future zone industrielle. Depuis, plus rien. En 2014, les Allemands transfèrent solennellement le projet à la Turquie. Je suis opposé à cette idée de zone industrielle. À mon avis, elles ne se feront jamais. J'en ai assez d'entendre parler de ça. Beaucoup de gens en parlent. Ils parlent, et ça dure depuis 20 ans. Ça ne fonctionnera jamais. Parce que ce qui importe, ce n'est pas les zones industrielles, mais c'est d'avoir un régime commercial qui fonctionne. À quoi sert une zone industrielle? À permettre aux gens de produire et d'exporter. Tout est là. Tant que le territoire palestinien restera verrouillé par les Israéliens, peu importe que les usines soient de tel ou tel côté de la frontière, les travailleurs ne pourront pas aller ici et la production ne pourra pas être envoyée là. Pour moi, cette idée est vouée au fiasco. Le site destiné à la zone industrielle est d'ores et déjà partiellement pollué. Il s'agit pourtant de l'une des régions les plus fertiles de Cisjordanie. La terre constitue la base de subsistance des agriculteurs des environs et une part de leur histoire, de leur culture et de leur identité. Nous cultivons cette terre depuis plus de 40 ans. D'abord mon père, et puis moi. Cette terre, c'est notre vie. Si vous utilisez les terres agricoles pour y construire des sites industriels, il n'y aura plus de terre pour nourrir la Palestine. Et je ne parle pas uniquement de mes terres, mais des terres en général. J'ai raison ou pas?
À la fin, il ne restera plus de terres cultivables. Pour le moment, on s'en sort. Mais s'ils nous prennent nos terres, comment voulez-vous qu'on travaille? Je n'ai ni diplôme, ni d'autre emploi. Tout ce que je sais faire, c'est cultiver la terre. Je n'ai rien d'autre. La vie n'est pas facile, c'est dur de s'en sortir. Al-Jalameh est situé dans la zone C, à la frontière avec Israël. La construction du mur a également donné lieu à des confiscations de terres. Ici, 80% de la population vit de l'agriculture. Le poste de contrôle d'Al-Jalameh entrave l'exportation de leurs produits et le chômage augmente. Les agriculteurs craignent qu'avec la construction de la zone industrielle, leur seule perspective d'avenir sera de servir de main-d'œuvre bon marché. C'est un paradoxe. Beaucoup de Palestiniens souffrent de précarité alimentaire. Notre alimentation provient majoritairement du marché israélien, alors que nous avons des terres fertiles avec lesquelles nous pourrions créer les conditions de l'autosuffisance. Mais maintenant, ils construisent des zones industrielles sur ces terres. Cela génère de nouvelles formes de contrôle et de dépendance pour les Palestiniens. À part le Liban, aucune région de la péninsule arabique ne dispose d'autant d'eau que la Cisjordanie. La seule région qui soit réellement sèche, c'est la vallée du Jourdain, autour de Jéricho. Dans les montagnes, à Ramallah, il tombe davantage de pluie qu'à Londres. Il pleut plus à Jérusalem qu'à Berlin. On ne peut pas parler de climat aride. Il y a deux saisons très distinctes. Il ne pleut qu'en hiver. Et en été, il n'y a pas de nuages et il ne tombe pas une goutte. Donc ça a effectivement l'air aride. Mais ce qui compte, c'est que toute l'eau de pluie s'écoule dans la nappe phréatique. Donc si on parvient à puiser dans cette nappe phréatique, on disposera de réserves d'eau exceptionnelles. Les Palestiniens sont face à une crise de l'eau. Leur situation est dramatique, non pas en raison d'une sécheresse naturelle, mais à cause d'un assèchement créé par la politique. En clair, le responsable, c'est l'occupation. La Palestine est occupée. Elle n'a pas les autorisations ni les moyens de développer son approvisionnement en eau. C'est l'état d'urgence permanent. Chaque été, irrémédiablement, il y a une pénurie d'eau. Pendant des semaines et pendant des mois, dans certaines villes, les gens n'ont plus d'eau. Il n'y a plus une goutte qui sort du robinet. Oslo II, l'accord intérimaire de 1995, réglait pourtant la répartition de l'eau. Après la période transitoire de 5 ans, les territoires et les ressources en eau devaient être redistribués. Dans l'intervalle, l'accord promettait aux Palestiniens l'accès à de nouvelles sources d'eau en Cisjordanie, notamment avec le forage de nouveaux puits. Une mission qui a été confiée aux bailleurs de fonds internationaux, comme l'Allemagne, le plus important donateur bilatéral dans le secteur de l'eau. Derrière moi, on aperçoit le puits numéro 6. C'est le dernier puits creusé par les Allemands. Le forage a eu lieu en 1999. J'avais participé au projet. Les accords d'Oslo prévoyaient que le développement du secteur de l'eau permettrait aux Palestiniens d'augmenter leur volume d'eau de 100 millions de mètres cubes, en plus des 118 millions dont ils disposaient déjà. Aujourd'hui, nous en sommes revenus à moins de 90 millions de mètres cubes, 80 et des poussières. Voilà le volume d'eau annuel des Palestiniens. C'est de la folie.
On a investi des milliards dans le secteur de l'eau et de facto, on a moins d'eau qu'avant les accords d'Oslo. La seule chose qui augmente, ce sont les achats d'eau des Palestiniens à la société israélienne des eaux Mekorot. Depuis 20 ans, les Palestiniens sont de plus en plus dépendants de ces achats d'eau. En 2014, une organisation israélienne de défense des droits de l'homme a chiffré la consommation d'eau moyenne des Palestiniens de Cisjordanie à 73 litres par personne et par jour. Le volume minimum prescrit par l'Organisation mondiale de la santé est de 100 litres par jour. Dans la vallée du Jourdain, la pénurie est extrême. Dans certaines communes, les habitants ne disposent que de 20 litres par jour, fournis par Mekorot, la société israélienne des eaux. Voici le tuyau. On le met ici. Cette citerne, c'est l'eau de Mekorot. Le tuyau passe par ici. Suivez-moi, c'est par ici. Venez. Voici le robinet. Celui-ci, c'est le nôtre. Et l'autre, c'est celui de notre voisin. Il vit là-bas. Ça, c'est à notre voisin. Il a accès à l'eau de 13 à 14 heures. Un peu plus tard, c'est notre tour. Et nous avons 1 heure, nous aussi. De 16 à 17, c'est à nous, pendant 1 heure. Cette pompe extrait l'eau de cette citerne et l'emmène sur le toit de notre maison. Tu vois l'eau? Elle ne coule pas très fort. Et regarde, là, ça s'arrête. Il n'y a pas assez de pression. Ça s'arrête. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. C'est fini. Nous sommes en mars et il n'y a déjà plus d'eau. Que se passera-t-il en juillet, en août et en septembre? Comment pourrons-nous nous procurer de l'eau? Conséquence de l'échec d'Oslo II, les ressources d'eau de Cisjordanie sont aujourd'hui encore sous le contrôle exclusif des Israéliens. Chaque nouveau forage, de même que les réparations d'anciens puits datant d'avant 1967, nécessite une autorisation de l'administration civile israélienne. Mais celle-ci n'accorde ces rares autorisations que pour des forages dans l'aquifère de l'Est. Pour l'aquifère de l'Ouest, où l'eau est la plus abondante et la plus fraîche, aucune autorisation n'a été accordée de 1967 jusqu'à aujourd'hui. Des millions de dons continuent à être versés pour le développement du réseau d'eau. L'un des acteurs principaux du secteur est la GIZ, l'Agence allemande de coopération internationale. Selon ses propres informations, elle aurait contribué à une amélioration très sensible des conditions globales d'accès à l'eau. La plupart des projets d'approvisionnement en eau mis en place ont effectivement contribué à améliorer une situation qui s'était détériorée. De ce point de vue-là, oui, le travail effectué a été utile. L'accès au réseau d'eau a été créé pour de nombreux villages.
La qualité des réseaux et de certains puits s'est également améliorée. Ça reste insuffisant. On ne peut pas se contenter de cet objectif. Comme je vous l'ai dit, et je tiens à le répéter, dans certains villages, un réseau d'eau a effectivement été construit, mais il n'y a pas d'eau qui coule. C'est absurde. Plus de 2 millions de personnes en bénéficient. C'est ridicule. C'est un chiffre hallucinant. Actuellement, plus de 2 millions de Palestiniens bénéficient d'un accès amélioré à l'eau. Ils sont gonflés. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. En revanche, je sais ce qui se passe sur le terrain. Ça, je peux en parler. Et je constate qu'on s'entête à mettre en place de nouveaux projets très coûteux. On parle de 250 millions d'euros pour le projet actuel des Allemands. Projet dans lequel la question de l'accès à l'eau n'est même pas évoquée. Une source d'humanité. C'est le titre d'un article de la GIZ dans une de ses publications. L'histoire est celle de Fatima, du village de Jiftlik, dans la vallée du Jourdain, où la pénurie d'eau est extrême. En 2008, la GIZ annonce qu'elle va livrer 2 citernes mobiles pour venir en aide aux familles de Jiftlik. La même histoire est reprise dans la brochure de 2010, puis dans celle de 2012, avec l'annonce que les citernes ont été livrées. L'histoire est devenue une success story. En réalité, Fatima s'appelle Adiba Rahaila. Oui, c'est moi. Et là aussi, c'est moi. Mais je n'étais pas au courant de cette publication. Je ne l'avais jamais vue. Ces photos ont été prises près des dattiers. On m'a posé un tas de questions. Ils voulaient savoir comment j'arrose mes dattiers. Il y avait souvent des gens qui venaient faire des photos. Ils ont fait plein de promesses et ils ne les ont pas tenues. Ils voulaient nous apporter une grande citerne pour arroser les dattiers. Mais ils n'ont rien apporté, rien. Tout ce que j'ai, c'est cette citerne que vous avez vue et 2 réservoirs sur le toit. Une organisation les a apportés au maire Abdul Kassab. Je n'ai pas dit ça comme ça. Ce que j'ai dit, c'est « excusez-nous, mais nous n'avons pas suffisamment d'eau pour vous offrir un verre de thé ou une tasse de café. Nous sommes désolés. » Voilà ce que j'ai dit. Mais ils vous font dire ce qu'ils veulent. Chaque année, c'est pire. Je m'appelle Abdul Kassab. J'ai été maire du village de Jiftlik de 2008 à 2012. Durant les 5 ans de mon mandat, la GIZ ne nous a fourni aucun réservoir d'eau. Nous avons été très surpris d'apprendre que la GIZ annonçait dans ses brochures qu'elle avait distribué des réservoirs. Il ne s'est rien passé de tel, ni durant mon mandat, ni après que je suis parti à la retraite. La situation ne s'améliore pas, elle s'aggrave. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de plus d'eau et plus d'électricité. Nous avons un ventilateur, mais il tourne tellement lentement qu'il ne sert à rien. Nous n'avons pas assez d'eau pour en injecter dans notre système de refroidissement. Dans la vallée du Jourdain, la vie est devenue très fatigante. Vivre ici, c'est vraiment épuisant.
L'eau est un sujet délicat qui touche directement la vie des gens. Les investissements des donateurs dans le secteur de l'eau et les installations sanitaires jouent un rôle important. Mais parallèlement, il faut augmenter la quantité. Cela n'est possible qu'en contraignant Israël à respecter les droits des Palestiniens, et notamment leur droit à l'eau. Il faut donner aux Palestiniens la souveraineté sur la gestion et le développement de leurs ressources en eau, sans aucune restriction. Nous nous sommes retirés du secteur de l'eau pour ne pas entrer en conflit avec Israël. Ce n'est pas la raison officielle, mais c'est la seule qui soit vraie. Il faut savoir que l'eau coule à flot vers les colonies sauvages et qu'elle contourne Jiftlik. Et l'Union européenne, qui est pourtant garante et signataire des accords d'Oslo, n'y trouve rien de scandaleux. Elle s'accommode de la situation. En refusant d'intervenir sur cette question qui est vitale, l'Union européenne contribue à stabiliser et à faire durer l'occupation israélienne. La canalisation blanche, c'est le tuyau de raccordement à l'eau. Il vient de Bardala, un village palestinien au nord de la vallée du Jourdain. Il longe 4 villages palestiniens avant de rejoindre la colonie israélienne de Maskiyot. Et nous n'avons pas le droit d'utiliser cette eau. L'eau que vous voyez ici, c'est de l'eau de source. Elle vient du sous-sol. Mais c'est le même problème. Les habitants des villages de El Iloui et de Hamamat al-Maleh n'ont pas le droit de l'utiliser. Et ici, il n'y a personne pour protéger ces familles et pour les aider à avoir de l'eau. Nous sommes le comité de solidarité des citoyens de la vallée du Jourdain. Depuis 2003, nous luttons pour aider nos communautés et nos familles à continuer à vivre dans la vallée du Jourdain. Parce que les Israéliens ne cessent d'imaginer de nouveaux moyens pour confisquer des terres et y construire de nouvelles colonies. Dans la vallée du Jourdain, soit 28% du territoire cisjordanien, il n'y a pas de bureau d'ONG. Pas un seul. Les ONG, elles sont à Ramallah, à Naplouse, à Jéricho, dans les grandes villes où elles ont de beaux bureaux climatisés. Mais sur le terrain, là où les villages et des milliers de gens auraient besoin d'aide et de projets de développement, là, ils ne viennent que pour 2 ou 3 heures. Ils font quelques recherches, ils prennent des photos, ils écrivent un rapport et ensuite, ils retournent dans leur super hôtel. Au bout du compte, sur le terrain, ils ne font rien. Pourquoi sont-ils ici? À quoi nous servent-ils? Dans les hôtels 5 étoiles, des restaurants à sushi, des bars branchés. À Ramallah, tout est prévu pour le confort des nombreux travailleurs humanitaires et diplomates et des Palestiniens qui ont su profiter de la présence des donateurs. Mais les donateurs profitent eux aussi de la situation. Entre 50 et 60% de l'argent des projets repartent souvent dans les pays donateurs pour payer les salaires, les déplacements, les voitures, etc. En Cisjordanie et à Gaza, la GIZ emploie près de 150 collaborateurs. En 2014, son budget annuel était de plus de 35 millions d'euros. Notre interview organisée depuis plus d'1 an a été annulée à la dernière minute. L'Institut de crédit pour la reconstruction a d'emblée rejeté nos demandes d'interview. Tout comme le bureau de représentation de la République fédérale d'Allemagne à Ramallah. Beaucoup de Palestiniens sont en colère quant à la manière dont les donateurs internationaux gèrent la question des territoires occupés. Beaucoup demandent même à ces agences de s'en aller.
De fait, les organismes de donateurs internationaux sont devenus une partie du problème. Et pourtant, s'ils partaient du jour au lendemain, ce serait très problématique pour les Palestiniens, parce qu'ils sont totalement dépendants de l'aide internationale. En l'an 2000, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a fourni de l'aide alimentaire à 80 000 personnes dans les territoires palestiniens. Aujourd'hui, le nombre est de 800 000, soit 10 fois plus. Et la tendance est à la hausse. Il n'y a pas de statu quo dans les territoires occupés. Au contraire, la situation des Palestiniens ne cesse de se dégrader. 3 guerres à Gaza, une occupation qui se durcit en permanence, je n'appelle pas ça un statu quo, j'appelle ça une dégradation. Et à l'UNRWA, nous payons pour l'échec politique de la communauté des donateurs internationaux. C'est très frustrant. Parce que la majeure partie de la présence internationale se contente du rôle de témoin muet. Elle observe et prend acte des injustices effroyables que subissent les Palestiniens. Dans un article intitulé « 20 ans de perdu », l'organisation humanitaire médico-internationale de Francfort dénonce les espoirs déçus des accords d'Oslo. Le décalage entre la politique et l'aide humanitaire complique le travail sur le terrain, surtout pour les ONG. On a parfois l'impression de se battre contre des moulins à vent. Le problème est que depuis des décennies, on crée des états de fait, des réalités qui rendent de moins en moins possible une solution à 2 États indépendants. Colonies israéliennes, zones militaires israéliennes, réserves naturelles israéliennes, sites archéologiques. Selon l'ONU, 43% de la Cisjordanie n'est plus accessible aux Palestiniens et la majeure partie de ces terres se trouve dans la zone C. Les conditions de vie de la population locale sont de plus en plus précaires. Depuis peu, certains responsables politiques israéliens évoquent publiquement des plans en vue d'une annexion totale de la zone C par Israël. Cela a renforcé l'attention des organisations internationales sur ce secteur. Médico International est présent au sud du mont Hebron depuis 2009 en collaboration avec l'ONG israélo-palestinienne Commit Me. Ici, le problème est celui du manque d'électrification. Dans la région, il y a des communes et des villages qui ne sont pas reconnus par l'État israélien. Ils sont pourtant là depuis 200 ou 300 ans, voire davantage. Mais comme ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas droit à l'approvisionnement en eau. Et ils n'ont accès ni au réseau d'assainissement, ni au réseau électrique. Notre but est d'améliorer les conditions de vie des gens de cette région pour leur permettre de rester ici. Quand vous êtes palestinien et que vous vivez dans la zone C, si vous êtes propriétaire du terrain sur lequel vous vivez, vous avez tout de même besoin d'une autorisation des Israéliens pour construire votre maison. Et cette autorisation vous sera évidemment refusée. D'après mes informations, le taux de refus est de 97%. Il apparaît très clairement que depuis 2 décennies, les Israéliens essaient de refouler la population civile depuis la zone C vers les zones A et B. Si on veut continuer à parler d'une solution à 2 États, si on veut que cette solution reste viable, il faut soutenir ces populations pour qu'elles restent ici. Les éoliennes implantées par Commit Me fournissent de l'électricité à 1500 personnes. Le financement du projet vient principalement d'Europe, d'Allemagne, des Pays-Bas, de France et de l'Union européenne. Commit Me aurait dû solliciter des autorisations pour ces éoliennes, mais l'ONG a décidé de passer outre.
Nous n'avons pas demandé d'autorisation car nous estimons que nous n'avions pas à le faire. Nos installations fournissent la base de subsistance à la population. C'est une tâche qui, au départ, incombait aux Israéliens. Et non seulement ils ne l'ont pas fait, mais ils essaient d'empêcher d'autres de le faire. Construire sans autorisation peut entraîner la démolition. Un problème récurrent pour les habitants de la zone C, comme ici à Al-Khair, où l'ONG Commit Me est également présente. L'armée israélienne détruit régulièrement des maisons ou des cabanes de bédouins, sans doute à cause de la proximité immédiate des colonies israéliennes, dont les habitants voient les bédouins d'un très mauvais œil. Cet homme vient de recevoir un ordre de démolition. Médicaux International et Commit Me se sont saisis du problème. Il y a environ 2 ans, nous avons reçu un premier ordre de cessation des travaux. D'un point de vue administratif, c'est l'étape nécessaire qui permet d'obtenir un ordre de démolition. Et actuellement, la plupart de nos installations font l'objet d'un ordre soit de cessation des travaux, soit de démolition. Nous avons immédiatement prévenu notre bailleur de fonds, en l'occurrence le ministère allemand des Affaires étrangères, qui s'est mis en contact avec le COGAT, l'autorité israélienne d'occupation, pour lui demander des explications. Selon l'ONU, Israël a détruit en 2014 plus de 140 structures financées par les donateurs. Dans le cas de Médicaux International et de Commit Me, l'Allemagne négocie depuis plus de 2 ans avec Israël. Seule avancée à ce jour, aucune installation n'a été démolie. En revanche, aucune autorisation ni nouvelle ni rétroactive n'a été accordée. Le dialogue stagne, tout comme le travail sur le terrain. Nous sommes dans l'impasse et il y a 2 solutions. Soit on continue à miser sur une issue positive du dialogue avec le COGAT, or celui-ci dure depuis plus de 2 ans, soit on estime que politiquement ce dialogue n'a aucun sens. Il reste que les gens sur place ont droit à une aide. Médicaux International a fini par abandonner le projet. L'ONG ne veut plus perdre du temps et de l'argent en contentieux avec les autorités israéliennes. Une décision difficile qui illustre le dilemme de nombreuses organisations humanitaires. Lorsque des intentions politiques ne sont pas relayées par des projets de développement, il n'y a pas de développement. Tout le problème est là. Beaucoup de pays donateurs mettent en place des projets de développement, mais ce qui manque, ce sont des engagements sur le terrain politique. On ne peut pas créer un État avec des projets de développement si parallèlement on ne crée pas les conditions politiques qui permettraient la création de cet État. En l'occurrence, les conditions politiques, c'est la fin de l'occupation israélienne. Et si les Israéliens n'y mettent pas un terme de leur propre gré, il faut les pousser à le faire. Au Proche-Orient, l'Union européenne observe, les États-Unis agissent. Une opinion de plus en plus répandue, notamment dans les milieux diplomatiques. L'Europe donne de l'argent, elle n'intervient pas politiquement dans les territoires palestiniens occupés. Il y a un lien très clair entre l'argent que donne l'Europe et sa volonté politique. Si nous avons investi autant dans les territoires palestiniens occupés, c'est bien parce que nous sommes favorables à la solution à 2 États. Pour l'Europe, cette solution est l'une des priorités majeures en termes de politique extérieure et de politique de sécurité de l'Union européenne. Si vous regardez la position de l'Union européenne, vous vous apercevrez qu'elle a évolué. Notre position sur la zone C et sur les colonies est beaucoup plus ferme qu'auparavant. À vrai dire, dans un certain sens, nos positions sont restées les mêmes. Mais nous essayons à présent de transposer ces positions en actes. Donc, je ne dirais pas que nous sommes uniquement des payeurs.
Je crois que nous avons joué un rôle important. Mais nous l'avons joué de l'extérieur, si vous voulez. À présent, nous voulons le jouer de l'intérieur. Transposer les paroles en actes. Les premiers pas ont été faits. Selon une réglementation récente, les fonds européens pour la recherche ne pourront plus être affectés aux colonies israéliennes en Cisjordanie. Par ailleurs, les biens produits dans les colonies devront prochainement porter un étiquetage spécial. Dans la zone C, l'Union européenne renforce ses initiatives. Un vaste plan d'infrastructures concernant plus de 100 communes a été mis en place pour aider la population locale. C'est aussi un signal politique envoyé à Israël. L'Union européenne est également déterminée à ne plus tolérer la destruction de projets qu'elle a financés dans la zone C. Pour certains, ce nouveau cap va dans le bon sens, mais il arrive trop tard et se concrétise timidement. Nous avons besoin d'une approche nouvelle. Il faut vraiment mettre à plat toutes ces questions. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution. C'est l'heure de vérité. Si nous voulons une solution à deux États, mettons en œuvre une solution à deux États. Mais cessons de nous cacher derrière notre incapacité politique à le faire. Nous ne pouvons pas continuer à dire « oui, nous voulons deux États » sans rien faire pour le deuxième État. En novembre 2014, Federica Mogherini prend les fonctions de haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Elle fait du problème palestinien l'une de ses priorités. L'Union européenne ne peut pas être uniquement bailleur de fonds, dit-elle. Pour son premier voyage à l'étranger, elle se rend à Tel Aviv, à Ramallah et à Gaza. I decided to pay my first visit after taking office in the European Union here, because I feel it is not only a political responsibility, but also a human duty to make sure that this ends. But we know all very well, and we know that very well in Europe, that the only way of really helping Gaza is putting an end to this conflict and getting to having a Palestinian state. And this is a position of all the European Union. We need a Palestinian state. 135 États ont d'ores et déjà reconnu l'État d'Israël. Ils ont récemment été rejoints par le Vatican. En 2014, la Suède devient le premier État membre de l'Union européenne à reconnaître la Palestine. D'autres pays membres se sont déclarés prêts à le faire, dont la Grande-Bretagne et la France. En décembre 2014, le Parlement européen affirme son soutien à la reconnaissance d'un État palestinien dans une résolution adoptée à 498 voix pour et 88 contre. Une nette majorité. La résolution s'accompagne pourtant d'une condition. Une reconnaissance ne pourra être officielle qu'après la reprise d'un processus de paix. En d'autres termes, l'Europe retourne à son ancien cap. Je ne comprends pas pourquoi nous ne reconnaissons pas la Palestine. Quelle est cette obsession? Pourquoi cela? Si nous sommes tous d'accord sur la solution à deux États, pourquoi conditionnons-nous la reconnaissance de la Palestine à un processus de négociation qui apparaît extrêmement incertain? L'avenir s'annonce difficile. L'autorité palestinienne voit son déficit se creuser, ce qui augmente sa dépendance vis-à-vis des donateurs internationaux. Le soutien dont elle bénéficie auprès des Palestiniens est en recul. De plus, certains représentants du nouveau gouvernement israélien se déclarent ouvertement défavorables à une solution à deux États. En avril 2013, le ministre américain des Affaires étrangères, John Kerry, affirme que l'espoir de la solution à deux États est en train de disparaître et que dans 2 ans, en avril 2015, tout espoir serait perdu.
Je ne sais pas si c'est la dernière année. Mais à mon avis, la situation dérive dangereusement vers des violences potentielles, vers un risque d'affrontement politique et diplomatique. Je crois que d'une certaine manière, nous en sommes déjà là. Si nous ne proposons pas rapidement une vision crédible, alors les choses peuvent devenir potentiellement très dangereuses. Il faut en finir avec l'hypocrisie européenne. Si nous déclarons formellement et publiquement que nous croyons à une solution à 2 États et que nous y sommes favorables, nous ne pouvons plus nous permettre de tergiverser. Il faut mettre en œuvre cette solution maintenant. Si nous ne la mettons pas en œuvre maintenant, vous reviendrez m'interviewer dans 2 ans et je vous dirai « Oui, c'est fini. Nous avons raté une formidable opportunité de paix. » Selon une étude récente de l'ONG Save the Children, 1 an après la fin de la dernière guerre de Gaza, 100 000 personnes sont toujours sans abri et environ 1500 enfants ont perdu leurs parents. La reconstruction des infrastructures médicales, du réseau d'approvisionnement en eau et des écoles n'a commencé que très sporadiquement. Le blocus de la bande de Gaza n'a toujours pas été levé. Shedjaya ressemble à une ville qui viendrait de subir un tremblement de terre. C'est l'endroit de la bande de Gaza le plus durement touché par le conflit de l'été 2014. Et c'est un lieu qui illustre parfaitement l'indifférence de la communauté internationale pour le sort des habitants de Gaza. Durant la guerre de 2014, les Israéliens ont détruit des installations construites en 2011 et 2012 avec l'argent de l'Union européenne. Allons-nous être assez stupides pour continuer comme ça ? Il faut une solution politique définitive au problème palestinien. Mais il n'y a pas le moindre plan dans ce sens. Cela montre ce qui se passe quand l'aide humanitaire n'est pas soutenue par l'action politique. Les dons se multiplient, toute une industrie humanitaire se met en place, mais le fond du problème est et reste politique. Rien ne change et personne ne s'en soucie. Personne.
En octobre 2014, la communauté internationale promet 5,4 milliards de dollars d'aide pour la reconstruction de la bande de Gaza, dévastée par la guerre de l'été 2014. 18 000 maisons sont détruites et l'infrastructure est à terre. 95% de l'eau est impropre à la consommation. Le réseau électrique ne fonctionne que 6 heures par jour. Plus d'un an après la fin de la guerre, seule une part infime des dons est parvenue à Gaza. Pas une seule maison n'a été reconstruite. La bande de Gaza est le territoire le plus densément peuplé de la planète. Depuis 2006, elle est coupée du monde. 2 tiers des habitants ont moins de 25 ans. Ils ont vécu 3 guerres en 6 ans. L'aide humanitaire et l'argent seuls ne sont pas une solution. En Palestine, la concentration d'ONG est la plus élevée du monde. À Gaza, mais aussi à Ramallah, Jérusalem ou Bethléem. Les diplomates, les organisations internationales sont tous ici. Ils ont de grosses voitures, ils se rendent partout, ils voient ce qui se passe, mais ils n'agissent pas en fonction de ce qu'ils voient. Ces 22 dernières années, nous avons reçu 25 milliards de dollars. Oui, cette aide nous a tout juste aidés à survivre, mais elle n'a apporté aucun changement réel dans notre vie quotidienne. Les territoires palestiniens, la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est sont occupés par Israël depuis la guerre des 6 jours de 1967. Un quart des quelques 4,5 millions d'habitants vit dans la misère. Les dons internationaux de ces 2 dernières décennies se montent pourtant à plus de 25 milliards de dollars américains. C'est l'une des aides par habitant les plus élevées du monde. L'Union européenne est le donateur le plus important. Washington, septembre 1993. Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signent les accords d'Oslo, une déclaration de principe qui pose la base pour une autonomie palestinienne temporaire. Ces accords, nommés Oslo I, prévoient de transférer aux Palestiniens l'administration de la bande de Gaza et de la Cisjordanie et de mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Les points les plus litigieux, comme le statut de Jérusalem, la question des réfugiés et les colonies israéliennes en Cisjordanie, doivent faire l'objet d'un accord ultérieur. C'est une étape majeure dans le processus de paix. Pour la première fois, les 2 parties se reconnaissent officiellement. Let us resolve that this new mutual recognition will be a continuing process in which the parties transform the very way they see and understand each other. Together, let us imagine what can be accomplished if all the energy and ability the Israelis and the Palestinians have invested into your struggle can now be channeled into cultivating the land and freshening the waters, into ending the boycotts and creating new industry, into building a land as bountiful and peaceful as it is holy. L'Autorité nationale palestinienne est créée en 1994, un an après les accords d'Oslo. Un premier jalon vers un futur État palestinien. La communauté internationale mise sur la création d'un État palestinien indépendant qui vivrait pacifiquement aux côtés d'Israël. Cette création n'est supposée prendre que quelques années. Nous étions très optimistes.
Et nous étions convaincus que l'État palestinien se ferait très rapidement. Financièrement, tout le monde faisait de gros efforts pour permettre la création de cet État, pour le doter d'une administration et d'une infrastructure économique. L'autorité palestinienne et la société palestinienne ont bénéficié d'un grand soutien et d'une aide financière très importante de la part de la communauté internationale. 20 ans après, le bilan est affligeant. Ce qui a été créé, c'est une autorité et une société palestinienne totalement dépendantes de l'aide des donateurs. L'État palestinien, lui, semble plus éloigné que jamais. Mais il y a pire. Depuis la signature des accords d'Oslo, la situation dans les territoires occupés, à Gaza et en Cisjordanie, s'est détériorée. Quand on compare ces 20 dernières années à la période précédente, c'est-à-dire depuis l'occupation de 1967 jusqu'aux années 90, on constate des différences considérables, surtout d'un point de vue socio-économique et politique. Dans les territoires occupés, la situation économique est précaire et le chômage est important. Plus de 20% en Cisjordanie et 43% à Gaza, le taux le plus élevé du monde. Depuis les accords d'Oslo, le nombre de colons israéliens en Cisjordanie a plus que doublé. Et un mur de 700 km divise le pays. La détérioration de notre situation s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'impact de l'aide internationale, les conséquences des accords d'Oslo et le morcellement des territoires. En septembre 1995, l'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, également appelé Oslo II, partage la Cisjordanie en 3 zones. Seule la zone A est sous contrôle palestinien. La zone B est administrée conjointement par les Palestiniens et Israël. La zone la plus importante, la zone C, est exclusivement contrôlée par Israël. Elle représente plus de 60% du territoire palestinien. Les accords prévoyaient pourtant de regrouper progressivement l'ensemble de ces territoires au sein du futur État palestinien. Mais cela ne s'est jamais produit. Initialement, les accords prévoyaient une période intérimaire de 5 ans qui devait s'achever par un traité de paix. Malheureusement, ce processus a échoué. Mais l'aide internationale qui parvient aux Palestiniens n'a pas évolué. Et actuellement, la subsistance matérielle de la société palestinienne repose entièrement sur l'aide internationale. Les donateurs du monde entier continuent de financer des projets d'aide et de développement dans les territoires occupés. Ils financent également l'autorité palestinienne et ses quelques 150 000 collaborateurs. Près de 80% du budget de l'autorité palestinienne sont constitués de dons, notamment de l'Union européenne. Et son déficit atteint un tiers de son budget. Le problème actuellement, c'est que l'autorité palestinienne vit elle-même sous l'occupation, tout comme le peuple palestinien et le territoire palestinien vivent sous l'occupation. Nous n'avons pas le contrôle de nos ressources, nous n'avons pas le contrôle de nos frontières, nous ne contrôlons rien du tout. Or, se développer quand on vit sous l'occupation, c'est extrêmement compliqué. Un poste de contrôle pour le transport de marchandises entre Israël et la Cisjordanie. Les contrôles se font selon le système back-to-back ou dos à dos. Les produits sont déchargés des camions palestiniens, puis ils sont contrôlés et rechargés sur des camions israéliens. Un système contraignant, comme l'Allemagne, le plus important donateur bilatéral dans le secteur de l'eau.
Derrière moi, on aperçoit le puits numéro 6. C'est le dernier puits creusé par les Allemands. Le forage a eu lieu en 1999. J'avais participé au projet. Les accords d'Oslo prévoyaient que le développement du secteur de l'eau permettrait aux Palestiniens d'augmenter leur volume d'eau de 100 millions de mètres cubes, en plus des 118 millions dont ils disposaient déjà. Aujourd'hui, nous en sommes revenus à moins de 90 millions de mètres cubes, 80 et des poussières. Voilà le volume d'eau annuel des Palestiniens. C'est de la folie. On a investi des milliards dans le secteur de l'eau et de facto, on a moins d'eau qu'avant les accords d'Oslo. La seule chose qui augmente, ce sont les achats d'eau des Palestiniens à la société israélienne des eaux Mekorot. Depuis 20 ans, les Palestiniens sont de plus en plus dépendants de ces achats d'eau. En 2014, une organisation israélienne de défense des droits de l'homme a chiffré la consommation d'eau moyenne des Palestiniens de Cisjordanie à 73 litres par personne et par jour. Le volume minimum prescrit par l'Organisation mondiale de la santé est de 100 litres par jour. Dans la vallée du Jourdain, la pénurie est extrême. Dans certaines communes, les habitants ne disposent que de 20 litres par jour, fournis par Mekorot, la société israélienne des eaux. Voici le tuyau. On le met ici. Cette citerne, c'est l'eau de Mekorot. Le tuyau passe par ici. Suivez-moi, c'est par ici. Venez. Voici le robinet. Celui-ci, c'est le nôtre. Et l'autre, c'est celui de notre voisin. Il vit là-bas. Ça, c'est un autre voisin. Il a accès à l'eau de 13 à 14 heures. Un peu plus tard, c'est notre tour. Et nous avons 1 heure, nous aussi. De 16 à 17, c'est à nous, pendant 1 heure. Cette pompe extrait l'eau de cette citerne et l'emmène sur le toit de notre maison. Tu vois l'eau? Elle ne coule pas très fort. Et regarde, là, ça s'arrête. Il n'y a pas assez de pression. Ça s'arrête. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. C'est fini. Nous sommes en mars et il n'y a déjà plus d'eau. Que se passera-t-il en juillet, en août et en septembre? Comment pourrons-nous nous procurer de l'eau? Conséquence de l'échec d'Oslo II, les ressources d'eau de Cisjordanie sont aujourd'hui encore sous le contrôle exclusif des Israéliens. Chaque nouveau forage, de même que les réparations d'anciens puits datant d'avant 1967, nécessite une autorisation de l'administration civile israélienne. Mais celle-ci n'accorde ces rares autorisations que pour des forages dans l'aquifère de l'Est. Pour l'aquifère de l'Ouest, où l'eau est la plus abondante et la plus fraîche, aucune autorisation n'a été accordée de 1967 jusqu'à aujourd'hui. Des millions de dons continuent à être versés pour le développement du réseau d'eau. L'un des acteurs principaux du secteur est la GIZ, l'agence allemande de coopération internationale.
Selon ses propres informations, elle aurait contribué à une amélioration très sensible des conditions globales d'accès à l'eau. La plupart des projets d'approvisionnement en eau mis en place ont effectivement contribué à améliorer une situation qui s'était détériorée. De ce point de vue-là, oui, le travail effectué a été utile. L'accès au réseau d'eau a été créé pour de nombreux villages. La qualité des réseaux et de certains puits s'est également améliorée. Ça reste insuffisant. On ne peut pas se contenter de cet objectif. Comme je vous l'ai dit, et je tiens à le répéter, dans certains villages, un réseau d'eau a effectivement été construit, mais il n'y a pas d'eau qui coule. C'est absurde. Instaurée après la seconde intifada de 2000, une mesure de sécurité qui ne devait être que provisoire. On quitte l'usine à 5 heures. Vers 6h, 6h30, on arrive ici et on attend notre tour. Le poste de contrôle ouvre à 7h30. On signe le registre, on va se garer et on décharge. Ensuite, ils contrôlent la marchandise et le véhicule. Ça prend entre 1 et 2 heures. Ensuite, on recharge, on fait tamponner le bon de contrôle, on paie les taxes et on vérifie la réfrigération. Vers 14 heures, un autre camion emporte la marchandise à Jérusalem. Parfois, c'est plus long et la marchandise n'est distribuée que le jour suivant. Et chaque jour, elle perd de sa valeur. Si elle n'arrive sur les étals qu'au bout de 2 jours, les clients sont mécontents parce qu'elle ne se conserve plus aussi bien. Et parfois, elle nous est même renvoyée. Et on doit tout jeter. Un rapport de la Banque mondiale indique que les mesures de sécurité israéliennes entraînent une augmentation importante du coût des exportations depuis et vers la Cisjordanie. Surtout le système dos à dos, pratiqué depuis 15 ans. Il est évident que les restrictions nuisent beaucoup au développement du secteur privé. Normalement, ce qui fait la croissance d'une économie, c'est justement l'activité du secteur privé. En l'occurrence, l'économie palestinienne est maintenue à flot par les aides économiques. Ça ne fait aucun doute. Au total, ces aides se chiffrent à environ $1 milliard par an. En 2013, la Banque mondiale publie un nouveau rapport intitulé « La zone C et l'avenir de l'économie israélienne ». La zone C, qui constitue plus de 60% de la Cisjordanie, dispose d'une grande richesse en ressources naturelles. Mais le territoire est toujours contrôlé par Israël, ce qui empêche les Palestiniens d'exploiter librement leurs ressources. Le rapport montre clairement qu'avec l'accès à la zone C, l'économie palestinienne pourrait faire beaucoup mieux. Elle serait parfaitement viable. Selon les estimations, l'accès à la zone C augmenterait le produit national d'environ 1/3. Cela dynamiserait l'ensemble de l'économie et réduirait de moitié le déficit fiscal. On peut donc affirmer qu'au moins la moitié de l'aide des donateurs ne serait plus nécessaire si les Palestiniens avaient accès à la zone C. En chiffres absolus, le libre accès aux terres, à l'eau et aux ressources minérales de la mer Morte, le développement du tourisme, du bâtiment et des télécommunications générerait 3,4 milliards de recettes supplémentaires par an. La levée des restrictions israéliennes, conclut le rapport, est la clé de la prospérité palestinienne.
Mais les donateurs ont d'autres projets. La création de zones industrielles coûteuses, comme ici à Al-Jalameh. Un projet d'abord financé par les Allemands, puis par les Turcs. D'autres zones industrielles sont actuellement créées à Jéricho, avec des capitaux japonais, ainsi qu'à Bethléem, avec des bailleurs de fonds belges et français. Ces zones industrielles sont voulues par la communauté internationale, surtout par les donateurs internationaux et par les États-Unis. Leur idée est la suivante: la création de zones industrielles avec une production destinée à l'exportation à l'aide de capitaux israéliens et palestiniens, avec des emplois pour les Palestiniens. Tout cela améliorerait la situation économique et la qualité de vie des Palestiniens et les encouragerait à signer un traité de paix avec Israël. Mais beaucoup de Palestiniens rejettent cette idée, car ils considèrent que cela contribuerait à normaliser la situation actuelle et que l'occupation israélienne ne serait plus remise en question. Le projet de la zone industrielle d'Al-Jalameh, au nord de la Cisjordanie, date du milieu des années 90, au début du processus d'Oslo. Soutenu par l'autorité palestinienne, il bénéficie d'un crédit de lancement de 14 millions d'euros alloué par l'Institut allemand de crédit pour la reconstruction, la KfW. Israël impose le site et conserve le contrôle sur l'eau et l'électricité. Des terres sont réquisitionnées, une route est créée. Puis, le projet stagne pendant plusieurs années. Récemment, les Israéliens ont construit une centrale électrique pour la future zone industrielle. Depuis, plus rien. En 2014, les Allemands transfèrent solennellement le projet à la Turquie. Je suis opposé à cette idée de zone industrielle. À mon avis, elles ne se feront jamais. J'en ai assez d'entendre parler de ça. Beaucoup de gens en parlent. Ils parlent, et ça dure depuis 20 ans. Ça ne fonctionnera jamais. Parce que ce qui importe, ce n'est pas les zones industrielles, mais c'est d'avoir un régime commercial qui fonctionne. À quoi sert une zone industrielle? À permettre aux gens de produire et d'exporter. Tout est là. Tant que le territoire palestinien restera verrouillé par les Israéliens, peu importe que les usines soient de tel ou tel côté de la frontière, les travailleurs ne pourront pas aller ici et la production ne pourra pas être envoyée là. Pour moi, cette idée est vouée au fiasco. Le site destiné à la zone industrielle est d'ores et déjà partiellement pollué. Il s'agit pourtant de l'une des régions les plus fertiles de Cisjordanie. La terre constitue la base de subsistance des agriculteurs des environs et une part de leur histoire, de leur culture et de leur identité. Nous cultivons cette terre depuis plus de 40 ans. D'abord mon père, et puis moi. Cette terre, c'est notre vie. Si vous utilisez les terres agricoles pour y construire des sites industriels, il n'y aura plus de terre pour nourrir la Palestine. Et je ne parle pas uniquement de mes terres, mais des terres en général. J'ai raison ou pas? À la fin, il ne restera plus de terres cultivables. Pour le moment, on s'en sort, mais s'ils nous prennent nos terres, comment voulez-vous qu'on travaille? Je n'ai ni diplôme, ni d'autre emploi. Tout ce que je sais faire, c'est cultiver la terre. Je n'ai rien d'autre. La vie n'est pas facile, c'est dur de s'en sortir. Al-Jalameh est situé dans la zone C, à la frontière avec Israël. La construction du mur a également donné lieu à des confiscations de terres. Ici, 80% de la population vit de l'agriculture. Le poste de contrôle d'Al-Jalameh entrave l'exportation de leurs produits et le chômage augmente. Les agriculteurs craignent qu'avec la construction de la zone industrielle, leur seule perspective d'avenir sera de servir de main-d'œuvre bon marché.
C'est un paradoxe. Beaucoup de Palestiniens souffrent de précarité alimentaire. Notre alimentation provient majoritairement du marché israélien, alors que nous avons des terres fertiles avec lesquelles nous pourrions créer les conditions de l'autosuffisance. Mais maintenant, ils construisent des zones industrielles sur ces terres. Cela génère de nouvelles formes de contrôle et de dépendance pour les Palestiniens. À part le Liban, aucune région de la péninsule arabique ne dispose d'autant d'eau que la Cisjordanie. La seule région qui soit réellement sèche, c'est la vallée du Jourdain, autour de Jéricho. Dans les montagnes, à Ramallah, il tombe davantage de pluie qu'à Londres. Il pleut plus à Jérusalem qu'à Berlin. On ne peut pas parler de climat aride. Il y a deux saisons très distinctes. Il ne pleut qu'en hiver. Et en été, il n'y a pas de nuages et il ne tombe pas une goutte. Donc ça a effectivement l'air aride. Mais ce qui compte, c'est que toute l'eau de pluie s'écoule dans la nappe phréatique. Donc si on parvient à puiser dans cette nappe phréatique, on disposera de réserves d'eau exceptionnelles. Les Palestiniens sont face à une crise de l'eau. Leur situation est dramatique, non pas en raison d'une sécheresse naturelle, mais à cause d'un assèchement créé par la politique. En clair, le responsable, c'est l'occupation. La Palestine est occupée. Elle n'a pas les autorisations ni les moyens de développer son approvisionnement en eau. C'est l'état d'urgence permanent. Chaque été, irrémédiablement, il y a une pénurie d'eau. Pendant des semaines et pendant des mois, dans certaines villes, les gens n'ont plus d'eau. Il n'y a plus une goutte qui sort du robinet. Oslo II, l'accord intérimaire de 1995, réglait pourtant la répartition de l'eau. Après la période transitoire de 5 ans, les territoires et les ressources en eau devaient être redistribués. Dans l'intervalle, l'accord promettait aux Palestiniens l'accès à de nouvelles sources d'eau en Cisjordanie, notamment avec le forage de nouveaux puits. Une mission qui a été confiée aux bailleurs de fonds internationaux.